pour une fois qu'il est pas trop chaud. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie de mon bilan du Cold Winter Challenge. Je vous laisserai la première partie en petit i et en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Il me semble que je parle des 6 ou 7 premiers livres du Cold Winter Challenge que j'ai vu. Je suis pas du tout sûre de ce nombre, mais comme j'avais quand même bien avancé dans le challenge, j'ai décidé de faire le bilan en 2 parties parce que comme ça me permet de d'avoir du temps pour vous parler des livres sans non plus faire des vidéos à rallonge, ce que pourtant j'ai l'air de faire assez fréquemment. J'espère que voilà, les vidéos longues ne vous dérangent pas. Et donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le combien? On est le 4 mars, donc le Cold Winter Challenge vient de s'achever il y a 4 jours. Et j'ai eu le temps de lire 4 livres supplémentaires entre le moment où j'ai filmé la première partie du bilan et ce jour-là. Et pour le coup, cette deuxième partie du Cold Winter Challenge était un poil plus qualitatif je trouve que la première. J'ai quand même lu des ouvrages, soit des classiques, soit assez marquants, vraiment uniques, vraiment spéciaux, des choses très réconfortantes et très drôles. Il y a juste une déception entre guillemets sur les 4, mais sur les 3 autres étaient de très bonnes lectures, donc j'ai hâte de vous en parler et c'est parti. Alors la première lecture c'est Je suis la bête de Andrea Doanera, que j'avais lu sur les excellents conseils de Floris de la chaîne Flowfly qui en avait parlé dans un point lecture avec beaucoup d'enthousiasme et ça m'avait donné très envie de lire ce livre et maintenant c'est chose faite. Je ne saurais pas comment classifier ce livre, mais c'est de la littérature italienne contemporaine et déjà ça, je trouve ça très sympa parce que je lis extrêmement peu de littérature italienne. Je n'en connais pas la raison, je ne connais pas les raisons de mes lacunes. Et Je suis la bête, c'est l'histoire en fait d'un parrain style dans la mafia qui vient de perdre son fils s'est suicidé. Et lui, dans son chagrin, dans son deuil, il veut absolument trouver un coupable, il veut que quelqu'un paye. Voilà, c'est vraiment le centre névralgique de l'histoire, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qui est impliqué. C'est plus un roman d'ambiance, un roman psychologique, un roman de famille aussi, parce que on va parfois être dans la tête de Mimi, donc le parrain, qui a un surnom très mignon, Mimi, mais qui ne l'est absolument pas. Parfois on va être dans la tête de sa fille, puisque voilà, il avait 2 enfants, son fils qui s'est suicidé et sa fille, et parfois on va être dans la tête d'un autre jeune homme. Je vous raconte pas qui c'est, je vous raconte pas pourquoi on est dans sa tête, parce que je vous le laisse découvrir si ça vous intéresse. C'est extrêmement introspectif parce que même si c'est pas la première personne, il me semble qu'on n'est jamais dans le jeu, c'est quand même hyper profond dans la réflexion, on est vraiment dans la tête des personnages à chaque fois, on est vraiment dans des choses qui sont hyper intimes, très violentes, extrêmement noires, sombres. C'est vraiment beaucoup de violences extérieures, donc de violences qui sont exprimées par le corps et de violences aussi qui sont exprimées par l'esprit. Vraiment c'est des personnages qui sont torturés, qui ont vécu en fait des choses tellement difficiles et des choses qui sont tellement dur à accepter, style des traumatismes de vie quoi. Oh là là, j'ai vraiment l'impression que c'est flou, que c'est extrêmement flou ce que je dis, mais parce que en fait vraiment il se passe pas grand chose, c'est juste un roman d'ambiance, c'est un roman de famille, c'est un roman de deuil, c'est un roman de colère et Je suis la bête porte extrêmement bien ce nom puisque chaque personnage a cette noirceur en elle qui manque de sortir, qui parfois explose, qu'elle essaye de retenir et parfois c'est de plus en plus difficile de pas laisser parler sa bête intérieure justement. C'est très spécial au niveau de l'écriture par contre, parce que il y a énormément de répétitions, il y a énormément de rythme, mais c'est hyper cadencé. Mimi pense ça, Mimi a fait ça, Mimi pense ça, Mimi a fait ça, et Mimi machin. C'est-à-dire que dans une page, il peut y avoir énormément de phrases qui sont répétées, on peut avoir la même phrase qui va être répétée pendant 3 ou 4 fois pour donner du rythme. Phrase très cadencée avec beaucoup de virgules, très peu de mots entre les virgules, donc ça fait vraiment tac 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 tac. C'est un peu déconcertant au tout début, surtout quand on est dans la tête de Mimi, parce que c'est celui qui est le plus speed au niveau du rythme de narration. Dans la tête des autres personnages, c'est aussi très rythmé, ça l'est pas autant, donc l'auteur a quand même fait un travail
de changement d'ambiance, changement de rythme avec les personnages, il n'était pas assez marqué à mon goût. Je trouvais que voilà, ça aurait pu être un tout petit peu plus marqué, mais j'imagine en fait c'est juste sa plume, c'est son style d'écriture aussi qui est comme ça, il a voulu sa plume et son roman en règle générale de cette manière, je pense. C'est pas quelque chose de dérangeant, mais c'est quelque chose de déroutant. Et du coup au tout début on est un peu désarçonné par cette plume, on est un peu désarçonné par la manière dont fonctionne le récit en fait, dont il est construit. Et puis au fil des pages, ça vient, on s'y habitue, on s'y fait, donc vraiment si les premières pages vous désarçonnent un peu, vous déstabilisent, essayez, continuez, et essayez de lire le livre assez rapidement je pense, parce que quand on lit sur des plages assez longues, en fait on se prend vraiment dans le rythme, justement dans le dynamisme qu'a voulu instiller l'auteur, et ça marche mieux. Ça demande un peu d'effort du cerveau de se remettre dans ce type de narration, et ensuite par contre quand on y est, c'est hyper fluide et ça coule et c'est hyper émouvant, et vraiment par contre ça arrive à dégager une quantité d'émotions, de sentiments, ça arrive à vraiment te toucher quand t'es vraiment dans le récit. Il faut être concentré, il faut faire des plages de lecture je pense assez longues et vraiment se plonger dans le récit, et là ça marche extrêmement bien. J'avais vraiment envie d'y retourner, j'étais quand même assez émue par ce qui se passait, et à la fin ça m'a fait quand même quelque chose de finir le livre. Même si je l'ai pas conscientisé forcément quand je lisais, j'avais pas forcément conscience que j'étais impliquée à ce point-là, et en fait quand j'ai fini je me suis dit oh merde, je suis un peu triste, d'avoir terminé, je suis un peu triste que ça se finisse là. Voilà, j'étais pas bien, parce que c'est trop violent et trop sombre comme récit pour qu'on soit bien dans la lecture, mais j'étais à fond dedans. C'était un excellent roman que je ne saurais pas trop comment qualifier, et allez voir le point lecture, je vous le mettrai dans le petit i, allez voir le point lecture de Flowfly, je pense qu'il en parle extrêmement mieux que moi, mais c'était quand même un roman qui était très fort, que je suis extrêmement contente d'avoir lu, parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. C'est pas du tout un roman sur lequel je me serais tournée naturellement, même en voyant la 4e de couverture, mais je suis très contente de lui avoir laissé sa chance. C'était une très bonne découverte, c'était un roman qui était très puissant, c'était très haletant, c'était très émouvant, la construction est originale, le récit est original, la plume est extrêmement originale. C'était quelque chose d'unique, j'avais jamais lu de roman comme ça, donc si ce que je vous en dis vous intrigue, n'hésitez pas, c'était une excellente découverte. Alors, deuxième livre de ce point lecture, celui-là je vais vous en parler assez rapidement parce que j'ai envie de lui accorder un épisode du Fast Book, parce que je pense que ça va être très intéressant et qu'il y a matière à un épisode, et ça fait longtemps que j'en ai pas tourné et préparé, mais j'ai lu Nous, qui est aussi connu je crois sur le nom de Nous Autres de Evguine Zamiatin, qui est le roman qui apparemment aurait inspiré 1984. Mais pas que, qui aurait aussi inspiré Huxley, qui aurait inspiré Bradbury, etc. Donc les grands pontes de l'anticipation. Et c'est vrai que si vous avez aimé 1984, ce livre est exactement dans la même veine, mais vraiment j'étais choquée de voir à quel point ça y ressemblait, en sachant qu'il est sorti en 1920 et que je crois que 1984 est sorti en 1949. Il me semble que c'était après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais je suis pas trop sûre de la date. Voilà, Nous Autres a quand même été publié 20 ans avant, et il ressemble tellement à 1984 que je pense que l'appellation de roman qui a inspiré 1984 est largement méritée, et à mon avis Orwell s'en est largement inspiré. Alors attendez, je vais regarder le nom du personnage. Ah voilà, c'est un homme du futur, il s'appelle D503. Notre personnage principal c'est D503. D503 c'est un ingénieur qui travaille sur l'intégrale, et en gros l'intégrale c'est un vaisseau spatial qui est destiné à aller coloniser les autres planètes, parce que il y a une notion de les hommes ont trouvé la formule du bonheur, ont trouvé la formule de l'équilibre d'une société grâce aux maths. Donc tout est standardisé, tout est rationnel, voici comment être heureux, voici les heures où il faut faire du sport, voici les heures où il faut aller travailler, voici les heures où il faut faire des choses collectives, vous avez des petits tickets roses pour aller avoir des relations sexuelles avec les gens, il y a une grande figure comme Big Brother qui incarne tout ça, et donc
La liberté collective qui est calculée, qui est déterminée grâce à la table, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça, donc c'est ces formules mathématiques, ces principes mathématiques qui permettent de calculer, formater, appliquer le bonheur, et du coup la liberté collective se fait au détriment des libertés individuelles. On n'existe pas en tant que personne, on existe en tant que membre d'une société. On juge qu'avant, en fait, les hommes, c'était triste, ils étaient vraiment comme ça, soumis à leurs pulsions, soumis à leurs désirs, ça les rendait malheureux, ça les rendait frustrés, et en fait, pour eux, ils ont réussi, ils ont transcendé tout ça grâce à leur formule mathématique du bonheur, qui fait que les hommes n'ont plus à subir de frustration, à subir de déception, etc. Même si, au passage, t'annihiles un peu tout ce qui fait le bonheur en lui-même, c'est-à-dire la joie, les rires, l'imprévu, les surprises, bon bref... J'en passe et des meilleurs. Toujours est-il que on suit en fait dès 503 grâce à son journal qu'il écrit tous les jours, où il parle de lui, ce qu'il fait en tant qu'ingénieur de l'intégrale, et puis petit à petit, il va croiser des gens et qui vont le rendre malade à son sens, puisqu'il va se mettre à avoir des pensées qu'il ne devrait pas avoir. Donc assez classique dans les dystopies, les science-fiction un peu satiriques comme ça, un personnage qui fait partie du moule et qui à un moment va s'en éloigner progressivement. C'était très chouette, l'écriture est assez particulière. Comme 1984, tout est archi impersonnel, c'est vraiment hyper aseptisé, vraiment on suit son journal, comme lui s'autorise pas forcément à exprimer d'émotions, on les ressent pas particulièrement. Il y a un côté très visuel, je trouvais, très futuriste, moins noir, moins, vous voyez, charbonneux que 1984, on a l'impression qu'il y a de la fumée, on a l'impression que c'est sale, on a l'impression que c'est gris, métallique, là pas du tout. Pour moi ce livre, il y a une valeur ajoutée vraiment forte quand on le lit, en ayant lu 1984, parce que j'ai l'impression que les deux se répondent, les deux se renvoient la balle, on comprend d'où George Orwell s'est inspiré, ce qu'il en a fait, ce qu'il a modifié, ce qu'il a amené plus loin, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il a amené plus loin, mais c'est vraiment très chouette, je trouve, d'avoir lu les deux. Bien sûr, ils sont pertinents chacun de leur côté, mais c'est comme le petit grain de sel là, comme ça. Toujours est-il que c'est un roman qui critique forcément énormément l'Empire soviétique, n'est-ce pas, puisque l'auteur est russe, que le livre a été publié en Russie en 1920 et qu'il a été interdit, censuré en 1923 parce qu'il y a des critiques absolument directes à Staline. Et en gros, je crois que ce livre est quand même moins connu parce qu'il est arrivé très récemment en France. J'avais lu qu'il avait été traduit en 2017 seulement. Donc ça fait vraiment très peu de temps, ça fait genre 4-5 ans qu'il est disponible en français. Et les premières traductions aussi n'étaient pas forcément toujours proches de l'ouvrage original. En fait, moi je l'ai découvert en écoutant un podcast de C'est plus que de la SF, je crois d'un traducteur, d'un des derniers traducteurs de Nous, et qui en parlait, et je m'étais dit mais comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de ce livre, que je ne l'ai jamais vu, lu, bref, et c'était une excellente découverte. Et là je me rends compte que je vous ai dit que j'allais en parler assez brièvement et que c'est un fail puisque je me suis épanchée, je me suis étalée, mais je vais quand même lui consacrer un épisode du Facebook parce que j'aimerais bien préparer ce que j'ai à dire et voilà, mettre les bons mots sur ce livre parce que c'est un livre très intéressant à lire, c'est un livre qui nous apprend beaucoup de choses, c'est un livre qui vaut être plus connu dans les classiques de la SF. Je trouve que voilà, il vaut le coup d'être mis en avant. Prochain livre, on part sur un registre un peu plus joyeux parce que c'était une excellente lecture, vraiment, j'ai passé un moment absolument fabuleux en le lisant. Et ce livre c'est, et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle de Rohan O'Grady, et qui est publié chez Monsieur Toussaint Louverture avec une sublime tranche verte. Et ce livre, c'est une bouffée d'air frais. Ça m'a fait penser à ces livres en fait que publie Monsieur Toussaint Louverture comme Anne de Green Gables ou Marnie qui étaient vraiment des bouffées d'air frais. C'est des livres qui ont des enfants à l'imagination débordante comme personnages principaux et ça fait tellement plaisir. Et en gros, on est sur une toute petite île où il n'y a pas d'électricité au large du Canada. Et donc Barnaby est un enfant un peu turbulent, il va être envoyé sur cette île là où vit son oncle, mais il va être mis en pension en attendant parce que son oncle a un empêchement, il ne peut pas encore être là, etc. Sur cette île, il va rencontrer une petite fille qui s'appelle Christy, qui a été aussi envoyée là-bas par sa mère en pension.
Et au début ils se détestent, au début ils se chamaillent, au début vraiment ils ne peuvent pas se blairer. Christy elle veut manger que des petits biscuits secs et du thé au petit déjeuner. Elle est un peu, voilà, elle est un peu pince sans rire. On dirait que la meuf a 80 ans alors qu'elle en a 10. Et Barnaby à l'inverse, il ne fait que des bêtises. Donc au début ils sont là, ils vaguent à leurs occupations, ils foutent un peu le bordel sur l'île, hein, on va pas se mentir. Les habitants, ils sont 30, ils ont l'habitude d'avoir une petite vie paisible, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la télé, ils font leur petit jardin, leur petite vie tranquillou, leur petite pêche. Normalement, tout va bien. Et puis il y a ces deux monstres qui arrivent et c'est vraiment des tornades dans leur vie. Et c'est vraiment le côté où on râle contre eux, on se dit qu'ils sont embêtants et en même temps ils sont attachants parce qu'ils apportent de la joie, ils apportent de la vie, enfin voilà. Toujours est-il que Barnaby, il a peur de son oncle. Il a peur de son oncle et il est persuadé que son oncle veut le tuer. Donc, ils se disent, bah franchement, pas que tu meurs, on va devoir le tuer avant. Et c'est une aventure par contre qui commence pas tout de suite parce que ça doit commencer à peu près à la moitié du récit, un très bon tiers en tout cas. Mais je trouve ça agréable parce que finalement le titre nous indique déjà ce qui va se passer. Il n'y a pas un suspense incommensurable, on se dit que c'est des gamins qui veulent tuer leur oncle. Et avant en fait ça nous permet de découvrir l'île, tous les personnages secondaires qui sont extrêmement attachants, vraiment très bien construits. Très caricatural en même temps, mais ça nous fait penser à des cartoons et on lit un livre qui est un peu jeunesse, un peu enfantin, donc en fait ça nous fait plaisir, c'est ça qu'on a envie de retrouver. Et c'était hyper rafraîchissant, on s'attache vraiment à ces deux petits, on s'attache à ces enfants. Il y a un côté cohérent ensuite dans le développement de l'histoire, même si il y a des moments où on se dit genre bon c'est un livre quoi, genre ce serait pas possible évidemment dans la vraie vie, ça reste un livre. Et il y a des éléments un peu what the fuck qui sont ajoutés où tu te dis tu comprends pas trop pourquoi ils sont là, c'est pas désagréable mais je me pose des questions sur leur utilité. Toujours est-il que cette lecture était hyper rafraîchissante, c'était satirique à souhait, vraiment un peu d'humour noir, donc très agréable. C'est pas des gamins qui se laissent faire, c'est des gamins qui sont astucieux, vraiment il y a un côté très dramatique, en même temps humoristique, il y a de l'aventure, il y a de la réflexion, il y a un peu d'histoire, enfin sur le Canada. Je sais pas, c'est vraiment un excellent livre si vous avez aimé des romans dans la veine de nouveau de Marnie ou Anne de Green Gables, celui-là, vous allez vraiment beaucoup l'aimer, c'est sûr. En fait c'est une valeur sûre quand on a aimé ses autres livres parce que il est tellement semblable, tellement similaire dans les émotions qu'il te fait ressentir, c'était hyper chouette. Et enfin, finissons par la déception. Finissons par le livre qui n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Et est-ce que je l'ai ici? Je pense que je l'ai. Attendez. Oui, il est là. Madame Einstein de Marie-Bénédicte. Comme son nom l'indique, je pense que je vous surprendrai pas en vous annonçant cette nouvelle, on va parler de la femme d'Einstein. Donc c'est l'histoire vraie de Mileva Maric, donc surnommée Mitsa Maric, qui va être la 5e femme à intégrer l'Institut Polytechnique de Zurich en 1886. C'est une femme brillante, elle a été élevée par son père comme une femme indépendante parce qu'elle avait des capacités intellectuelles, elle avait ce goût pour la physique, la chimie, la science qui était vraiment apparemment exceptionnelle. Donc son père l'a élevée en jeune femme indépendante, vraiment très différemment des autres jeunes femmes de l'époque. Donc tu n'as pas besoin de te marier, tu n'as pas besoin d'apprendre à tenir une maison, à faire le ménage parce que tu vas devenir une professeure, une chercheuse, une femme de science absolument exceptionnelle. Donc elle arrive à Zurich dans cette optique, c'est-à-dire de faire sa place en tant que femme, mais elle va petit à petit voilà, trouver sa place et elle va rencontrer, dans sa classe, Albert Einstein. Va commencer entre eux une relation et ensuite la deuxième partie du roman est centrée sur leur vie commune, donc leur destin commun. C'était sympa. La plume est pas incroyable, c'est-à-dire que vraiment c'est très simple, ça fait le taf, mais il y a des moments où je trouvais que c'était un peu simplé, un peu... ouais, il n'y avait pas trop d'efforts de style. La première partie sur la Mileva, jeune, indépendante, féministe, sûre d'elle, vraiment qui s'impose, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que vraiment c'était hyper inspirant, etc. Mais pour un livre qui se veut... je pense féministe dans le sens où qui remet Mileva au centre de l'histoire et qui essaye de mettre en avant les contributions qu'elle a pu avoir dans l'œuvre, les recherches d'Einstein, parce qu'elle n'est pas citée mais
apparemment elle l'a quand même soutenue, apparemment elle était brillante. Et bref, pour un livre qui veut la remettre en avant, je trouve qu'il tourne énormément autour d'Einstein. C'est-à-dire que on a une première partie où justement elle est en mode girl power et hyper stylée, c'est minime. En fait c'est minime, ensuite elle voit Einstein, ensuite ah oui, oh non je suis amoureuse, oh avant je pensais que je pouvais être une personne à part entière, mais qui suis-je en fait maintenant sans Einstein? Et j'étais en mode non, non, pourquoi? Pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt? C'est quoi ce discours de quand je suis amoureuse, vraiment j'ai une moitié? T'as pas une moitié, tu es une personne à part entière, tu es toi, tu te suffis à toi-même, juste ta vie est plus stylée parce que elle est égayée, elle est soutenue, elle est vraiment sublimée par la présence de la personne de qui tu es amoureuse, amoureux. Bon. Bah voilà, elle s'oublie comme ça à moitié dans la relation. Et je pense qu'en plus dans la vraie vie, elle s'est pas oubliée tant que ça, parce qu'il y a des passages où ils expliquent qu'ils travaillent ensemble, ils font des recherches ensemble, et ils veulent avoir cette vie un peu bohème. Et voilà, ils ont envie de ne pas être un couple ordinaire. Elle travaille avec lui, ils font leurs recherches ensemble, ils se soutiennent. Il y a des soirées entières où ils passent leur temps à travailler, mais c'est survolé dans le récit, et c'est Einstein, il veut me marier, il veut pas me marier, et je l'aime, et il est loin. Et il y a des moments où, c'est bon, j'ai compris, hein, j'ai compris. C'est très un peu manichéen aussi, dans le sens où vraiment Einstein c'est le grand méchant et Mileva c'est la pauvre victime, et l'autrice le dit bien à la fin. Il y a beaucoup de spéculations autour de ce qu'elle raconte. Elle s'est basée sur des journaux, elle s'est basée quand même sur voilà, certaines sources, mais il y a énormément de spéculations et on ne sait pas vraiment comment Einstein a traité sa femme. Forcément c'est des spéculations, je comprends, mais c'est très manichéen. Einstein est vraiment le méchant, elle c'est vraiment la jeune femme qu'on a bafouée, dont on a volé la propriété intellectuelle, enfin voilà, il y a énormément de choses comme ça. Toujours est-il que probablement, oui, elle a, comme beaucoup de femmes hein, dans le monde, dû choisir entre sa carrière et avoir des enfants. Une fois qu'il l'a mis enceinte, c'était fini pour elle parce que lui, il s'en foutait royalement et qu'elle, elle s'est retrouvée à devoir gérer une maison, des enfants et essayer de continuer une carrière, ce qui était absolument impossible. Donc voilà, ça c'est intéressant et c'est vrai que c'est pas un destin malheureusement qui est rare et qui est unique. Mais voilà, le côté très pleurnichard, très victimisateur un peu de Mileva, ça m'a un peu saoulée parce que c'est pas ce que j'attendais de ce livre. Moi j'attendais vraiment le destin d'une femme qui certes a été bafouée et qui n'a pas eu la carrière qu'elle aurait voulu avoir et qu'elle aurait mérité. Ça c'est vrai, et elle le dit bien, je crois dans ses mémoires à la fin, il y a une partie où c'est... oui c'est ça, c'est ses mémoires, ou peut-être une lettre qu'elle a écrite en 1948, et elle explique bien, elle met ça en comparaison avec les lois de Newton sur le mouvement, etc. Donc elle explique bien qu'au début, elle était en direction rectiligne, bim, vers un but, Einstein est arrivé, il l'a dévié, et puis ensuite il a fallu de nouveau une force très puissante pour qu'elle arrive à se remettre sur un chemin qui lui convenait davantage. J'aurais voulu un peu plus d'empowerment, j'aurais voulu un peu plus de girl power, ça m'a un peu manqué, c'était pas désagréable à lire, mais mine de rien, il n'y a pas un côté historique hyper poussé, hyper approfondi, beaucoup de spéculation, même si ça permet de mettre en avant un personnage féminin que l'histoire a plus ou moins invisibilisé. C'est pas le meilleur livre, je pense, ou la meilleure ressource pour en apprendre plus sur Mileva, mais la bonne chose c'est que ça m'a quand même poussé à aller lire des articles, regarder des vidéos sur elle pour en savoir plus, et ça, bon, c'est quand même une bonne chose. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça clôture le Cold Winter Challenge de cette année, ça clôture, ça y est, c'est fini. Je reprends vite fait mes petites coches, mais j'ai quand même bien lu parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai lu 12 livres qui étaient prévus dans mon Cold Winter Challenge. Moi je pense que je vais arrêter un peu là avec les challenges parce que... j'ai trop envie de me laisser aller à mes envies du moment. J'ai envie de lire ça maintenant et je le fais sans me dire ah oui mais j'ai encore ça dans le challenge, ça serait quand même bien que je le finisse ou que je lise ce que j'avais prévu pour pouvoir après tourner une vidéo, enfin voilà. J'ai vraiment envie de laisser libre cours à mes envies du moment, mes envies vraiment très court terme. Donc je pense que c'est ce que je vais faire pour les prochains mois, prochaines semaines. Si vous voyez une pile de challenge arriver, ne vous étonnez pas, je change d'avis comme de chemise, mais c'est mon envie actuelle, En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez fait de belles lectures ces dernières semaines, ces derniers jours, en ce début 2022 en règle générale. Je vous fais
plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Paris c'est vraiment une catastrophe, j'ai jamais vu des gens autant énervés du klaxon.